Vous l'avez achetée cash. Elle roule, elle freine, elle démarre au quart de tour. Et un matin, au centre de contrôle technique, l'ordinateur scanne un numéro gravé sur votre châssis et votre voiture devient une épave administrative en 30 secondes. Interdite de rouler, dès minuit, sans que vous ayez touché à quoi que ce soit. Depuis le 1er janvier 2026, un décret transforme un rappel constructeur que vous ne pouviez même pas connaître en sentence sur votre véhicule. Et le plus cynique, c'est ce qui arrive quand vous essayez de la revendre pour vous en débarrasser. Je vous montre ça dans un instant, mais commençons par le commencement. Parce que ce qui vous tombe dessus ce matin-là, au centre de contrôle technique, vous ne l'avez pas vu venir. Et c'est exactement ça, le problème. Vous arrivez avec votre voiture, une occasion, achetée il y a 3 semaines, 3 mois, peu importe. Une voiture qui marche. Aucun voyant au tableau de bord, aucun bruit suspect, rien. Le contrôleur prend votre carte grise, il tape votre numéro de série dans son logiciel, et là, son écran lui renvoie une ligne que vous ne voyez pas, mais qui décide de tout. Parce que depuis le 1er janvier 2026, ce logiciel ne se contente plus de vérifier vos freins, vos feux, votre direction. Il interroge une base de données centralisée. Une base tenue par l'État, alimentée par les constructeurs, mise à jour toutes les 2 semaines. Et cette base, elle sait une chose que vous ignorez peut-être sur votre propre voiture, si elle est concernée par un rappel constructeur grave. Et pas n'importe lequel. Le texte qui organise tout ça, il a un nom et une date. Décret numéro 2025-1180, signé le 8 décembre 2025, porté par le ministre des Transports Philippe Tabarot, entré en application le 1er janvier 2026. Voilà ce qui se passe concrètement. Si votre VIN correspond à un rappel classé Stop Drive, c'est-à-dire un rappel où le constructeur lui-même a demandé l'arrêt immédiat de la circulation du véhicule, le contrôleur n'a pas le choix. Il coche une case, une défaillance critique. Et une défaillance critique, ça veut dire contre-visite obligatoire et surtout interdiction de rouler. Dès le jour même, votre voiture qui démarrait au quart de tour il y a 1 heure, vous n'avez plus le droit de la conduire pour rentrer chez vous. Je vais être précis, parce que c'est là que la plupart des vidéos sur le sujet racontent n'importe quoi. Tous les rappels ne déclenchent pas ça. Un rappel grave, sans consigne Stop Drive, vous repartez avec une simple mention sur votre procès-verbal, on vous invite poliment à contacter le réseau et vous roulez. C'est uniquement le Stop Drive qui transforme votre voiture en brique. Cette nuance, elle change tout. Et on va voir pourquoi elle est encore plus injuste qu'elle en a l'air. Maintenant, le concret. De quoi on parle exactement dans la quasi-totalité des cas? Des airbags Takata. Vous en avez peut-être entendu parler vaguement. Un fabricant japonais, un défaut de conception. Je résume, parce que les chiffres parlent mieux que moi. Le générateur de gaz de ces airbags utilise du nitrate d'ammonium. Avec le temps, la chaleur, l'humidité, ce composé se dégrade. Et le jour où l'airbag se déclenche, au lieu de gonfler un coussin, il fait exploser un boîtier métallique. Des éclats, des fragments tranchants projetés à pleine vitesse vers votre visage et votre poitrine, comme un éclat d'obus dans l'habitacle. C'est le plus grand rappel de l'histoire automobile mondiale. Plus de 100 millions de véhicules concernés sur la planète. Et en France, en 2026, il y en a encore environ 1,3 million qui roulent avec cet airbag non remplacé. Le bilan officiel du ministère des Transports, à la mi-2025, c'était 18 morts et 25 blessés sur le territoire français, dont 16 morts rien qu'en Outre-mer. Et ce détail de l'Outre-mer, il n'est pas anodin, parce qu'il raconte toute la logique du dossier. Pourquoi 16 morts sur 18 là-bas? Parce que la chaleur et l'humidité tropicale accélèrent la dégradation du nitrate d'ammonium. L'airbag pourrit plus vite. C'est chimique, c'est documenté et surtout c'est connu depuis des années. Les premières campagnes de rappel en métropole, en 2024, ont d'abord visé le sud de la France. Le sud parce qu'il fait plus chaud, puis ça a remonté vers le nord en 2025. Le risque progresse géographiquement avec le climat, par vagues, et à chaque vague, on découvre que des gens qui se croyaient tranquilles ne l'étaient pas. Retenez cette idée de vague qui monte, parce qu'elle va revenir quand on parlera de ce qui vous attend, vous, dans les mois à venir. Et c'est là que je veux que vous compreniez bien la mécanique de l'injustice. Parce que jusqu'ici, vous vous dites peut-être « Bon, c'est une mesure de sécurité, l'airbag peut tuer, l'État a raison de durcir ». Tenez ce raisonnement en tête, je vais le démonter dans 2 minutes. Mais avant, il faut que vous sachiez une chose sur le timing de cette affaire. Parce que le risque, lui, n'a pas attendu 2026 pour être connu. Au Maroc, dès le mois d'août 2024, Stellantis demandait déjà à ses clients d'arrêter de rouler avec certaines Citroën. En France métropolitaine, le stop drive généralisé sur ces mêmes modèles, il est arrivé à l'été 2025.
près d'1 an plus tard. Le même groupe, les mêmes voitures, le même danger. Mais selon le pays, on prévient les gens à des moments différents. Reprenons le fil, l'affaire de Reims. Le 11 juin 2025, une conductrice de 37 ans meurt au volant de sa Citroën C3. L'airbag Takata a explosé. L'autopsie confirme la responsabilité de l'airbag. Le procureur de Reims le déclare publiquement. Deuxième meurtre avéré en métropole. Et le détail qui tue, c'est que sa voiture, une C3 immatriculée en 2014, était sous rappel, mais pas sous stop drive. Pourquoi ? Parce que le constructeur, Stellantis, estimait, je cite leur porte-parole, qu'il n'y avait pas de risque de dégradation au-delà de 2013. Sa voiture était de 2014. 1 an de trop dans le mauvais sens. Le constructeur avait tracé une ligne sur une feuille, quelque part, et cette femme se trouvait du mauvais côté de la ligne. Une ligne d'ingénieur, une ligne de tableur. La réalité, elle, ne lit pas les tableurs. Pire encore, Stellantis avait bien envoyé une lettre recommandée, le 20 mai, 3 semaines avant le drame. Sauf que l'adresse, tirée du fichier des cartes grises, était fausse. La lettre est revenue à l'expéditeur. Vous voyez l'ironie ? Le même fichier qui n'a pas su prévenir cette femme à temps, c'est exactement le même type de base de données qui, aujourd'hui, fonctionne parfaitement quand il s'agit de recaler votre voiture au contrôle technique. La base, c'est identifier votre véhicule pour le punir. Pour vous sauver, elle bug. Et c'est une constante dans ce dossier. À chaque étape, l'outil marche très bien quand il s'agit de contraindre et il tombe en panne quand il s'agit de protéger. Notez-le, on y reviendra. Alors le ministre Tabarot convoque Citroën et 6 jours après le mort de Reims, le 17 juin, stop drive sur toutes les C3 et DS3 d'Europe. 441 000 véhicules d'un coup, 82 000 rien qu'en France. Du jour au lendemain, des dizaines de milliers de gens qui roulaient tranquillement la veille deviennent interdits de volant. Pas parce que leur voiture a changé, parce qu'une ligne a bougé dans une base de données. Et maintenant, la vraie question, celle que personne ne pose. Qui paie ? Parce que la voiture, elle ne sait pas qu'elle a changé de propriétaire. Le rappel suit le numéro de série, pas la personne. Une voiture peut passer entre 3-4 mains successives sans que la campagne de rappel ne rattrape jamais son détenteur réel. Le courrier part à l'ancien propriétaire ou à une adresse périmée, comme à Reims. Et pendant ce temps, le VIN, lui, traîne sa petite étiquette empoisonnée de garage en garage, de concessionnaire en parking d'occasion, en silence. Et c'est là que vous, l'acheteur d'occasion, vous entrez en scène. Vous n'avez pas conçu cet airbag. Vous n'avez pas géré la campagne de rappel. Vous n'avez peut-être même jamais reçu le moindre courrier. Vous avez juste fait une chose. Vous avez acheté une voiture d'occasion, en toute bonne foi, avec votre argent, votre vrai argent, celui que vous avez mis de côté. Et un matin, au contrôle technique, on vous apprend que cette voiture est interdite de circulation pour une faute qui n'est pas la vôtre. Voilà où on en est. L'État avait 2 leviers. Il pouvait taper fort sur le constructeur, celui qui a fabriqué l'airbag, gérer le rappel en traînant des pieds, tracer ses lignes entre 2013 et 2014 et envoyer des lettres à des adresses fausses. Ou il pouvait taper sur le détenteur du véhicule. Monsieur tout le monde, vous, devinez lequel il a choisi. Il a choisi vous, évidemment. Parce que vous êtes facile à attraper. Le contrôle technique est obligatoire, universel, tout le monde y passe. C'est le point de contrôle parfait. Pas besoin de poursuivre un industriel devant un tribunal, pas besoin de batailler des années avec les avocats de Stellantis. Il suffit de brancher la sanction sur un rendez-vous que vous ne pouvez pas éviter. Et les gants en ont pour eux. Le constructeur, lui, dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'il risque ? Il doit fournir la pièce gratuitement et la monter. C'est tout. Pas d'immobilisation pour lui, pas d'interdiction de rouler, pas de voiture invendable sur les bras. La sanction lourde, immédiate, concrète, elle est pour vous. Pour lui, c'est une obligation de service après-vente. Vous voyez l'écart ? Et maintenant, le pire, le moment que je vous ai promis au début. Vous vous dites, bon, ma voiture est immobilisée, c'est embêtant, mais je vais la faire réparer. Ou alors je m'en débarrasse, je la revends et je passe à autre chose. Logique, sauf que non. Parce que pour vendre une voiture d'occasion de plus de 4 ans entre particuliers, en France, la loi vous oblige à fournir un contrôle technique de moins de 6 mois. Et un contrôle technique avec une défaillance critique non levée, ce n'est pas un contrôle technique valide. Donc, vous ne pouvez pas vendre. C'est interdit, légalement, formellement, sans échappatoire. Vous croyez peut-être que vous pouvez écrire
vendu en l'état sur le certificat de cession, comme on faisait avant. Aucune valeur juridique. Zéro. L'acheteur pourrait annuler la vente, vous poursuivre, vous réclamer des dommages. La seule porte de sortie, c'est de la céder à un professionnel. Et un professionnel, face à une voiture interdite de rouler, bardée d'un rappel non soldé, il vous en proposera ce qu'il voudra, c'est-à-dire 3 fois rien. Vous êtes en position de faiblesse totale, et il le sait. Reprenons les 3 verrous qui se referment le même matin. Premier verrou, vous n'avez plus le droit de rouler. Deuxième verrou, votre assurance repose sur un véhicule en règle, donc son usage devient un terrain glissant. Troisième verrou, vous ne pouvez pas la vendre pour récupérer votre mise. 3 portes, fermées, en même temps, pour une voiture qui, je le répète, fonctionne parfaitement. Le moteur tourne, l'embrayage mord, la boîte passe, tout va bien sous le capot. Le seul défaut de cette voiture, c'est une ligne dans une base de données. Alors on vous dira, mais la réparation est gratuite. Et c'est vrai, le constructeur fournit la pièce et la main-d'œuvre sans rien vous facturer. Sur le papier, c'est gratuit, sur le papier. Parce que gratuit, ça ne veut pas dire sans coût. Ça veut dire que vous ne payez pas la pièce. Mais le temps où vous n'avez plus de voiture, qui vous le rembourse? Les semaines d'attente, garage débordé, pièces en flux tendu, rendez-vous à rallonge, le décret a prévu, généreusement, que le constructeur vous fournisse une solution de transport de remplacement si l'immobilisation dépasse 15 jours. 15 jours. La courtoisie commence à la 3e semaine. Avant ça, débrouillez-vous. Pour aller au travail, conduire les enfants, faire vos courses, aller chez le médecin, 15 jours à pied. Et après seulement, on daigne vous prêter une voiture. Et pendant que vous vous débrouillez à pied, écoutez ce que dit le constructeur. Un responsable de Stellantis, interrogé sur ces fameux délais, a eu cette phrase magnifique. Je cite, « Nous n'avons jamais eu de problème de capacitaire. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de faire venir les clients. Vous avez bien entendu? Le problème, ce n'est pas eux, c'est vous. Vous qui ne venez pas assez vite. » Pendant que Volkswagen, dans le même temps, annonce noir sur blanc dans un document officiel que pour certains modèles, la réparation est prévue au dernier trimestre 2026. Pas de pièces avant fin 2026. Mais le problème, bien sûr, c'est le client qui traîne. Quelle surprise! Alors, regardons les chiffres qu'ils mettent en avant pour se défendre, parce qu'ils en ont. Stellantis annonce des millions d'interventions réalisées, 70% du parc sécurisé, jusqu'à 90% sur certains modèles. Très bien, mais retournez le chiffre. 70% de traités, ça veut dire 30% de pas traités. Sur des centaines de milliers de véhicules, ça fait encore des dizaines et des dizaines de milliers de voitures dangereuses sur les routes. Et chacune de ces voitures, un jour, va passer entre les mains de quelqu'un, souvent un acheteur d'occasion, souvent quelqu'un qui n'en saura rien. Le « presque tout est réglé » du constructeur, c'est exactement la marge dans laquelle vous risquez de tomber. Vous voyez la manœuvre dans son ensemble maintenant? Le constructeur fabrique le défaut. Le constructeur gère le rappel à son rythme, trace ses petites lignes entre 2013 et 2014, envoie ses lettres à des adresses fausses et explique sereinement que tout va bien de son côté. Et l'État, plutôt que de lui mettre vraiment la pression, branche la sanction sur le seul maillon qui ne peut pas se défendre, vous. Et l'argument du recours alors? Si j'ai acheté une voiture piégée, je me retourne contre le vendeur. Sur le principe, oui. Sauf qu'entre particuliers, vous n'êtes pas protégé par le droit de la consommation, celui qui s'applique quand vous achetez à un professionnel. Entre particuliers, il vous reste le vice caché. Et une procédure pour vice caché, savez-vous combien de temps ça prend? Entre 1 an et demi et 2 ans, avec expertise judiciaire, avocat, frais qui s'accumulent. Et si le vendeur lui-même ignorait le rappel? Ce qui est plus que probable puisque personne ne reçoit les courriers, sa bonne foi complique encore tout. Pendant 2 ans de procédure, vous faites quoi? Vous marchez, vous attendez, vous espérez. Et la voiture dort dans votre garage, immobile, pendant que les frais d'avocat, eux, ne dorment pas. Et ce n'est pas fini, parce que cette mécanique-là, elle ne va pas s'arrêter aux airbags Takata. Le décret ne parle pas de Takata nommément, comme d'un cas isolé et refermé. Il parle de rappel grave, c'est-à-dire un cadre général, un cadre réutilisable. Aujourd'hui c'est Takata, demain ce sera un autre composant, un autre fournisseur, un autre scandale qu'on ne connaît pas encore. Le mécanisme est en place,
La base de données existe, le branchement sur le contrôle technique est fait. Il n'y a plus qu'à ajouter des lignes. Ce qui touche aujourd'hui les vieilles Citroën touchera demain d'autres marques, d'autres modèles, peut-être le vôtre. Et notez bien une chose, les voitures les plus exposées à ce genre de piège, ce sont les modèles bourrés d'électronique des années 2010 à 2020. Ceux dont la cote s'effondre déjà parce qu'ils accumulent les rappels, les défauts, les organes fragiles, les mêmes qu'on vous a vendus comme modernes. Moderne ne veut pas dire fiable, ça n'a jamais voulu dire fiable. Souvent, c'est même l'inverse. Plus il y a d'électronique et de capteurs, plus il y a de choses qui peuvent vous transformer en hors-la-loi du jour au lendemain. Alors, récapitulons froidement. Une décision a été prise. Elle a un nom, le décret 2025-1180. Elle a une date, le 1er janvier 2026. Elle a un effet parfaitement prévisible. Transférer la charge d'un défaut industriel, dont la responsabilité revient au constructeur, sur le dos du dernier détenteur du véhicule, souvent un acheteur d'occasion qui n'a rien demandé, rien fait, rien su. Et le résultat de cette décision, il était écrit d'avance. Pas besoin d'imaginer une intention cachée, pas besoin de fantasmer un complot. Il suffit de lire le texte et de regarder, à la fin, qui se retrouve à pied et qui continue à expliquer tranquillement que de son côté, tout va bien. Le constructeur a fabriqué le problème, vous payez l'addition, et on appelle ça de la sécurité routière.